Merci beaucoup Xavier, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de revenir dans le Val-de-Marne où j'ai d'ailleurs habité pendant un temps du côté de Vincennes pour vous parler ce matin alors de deux choses en fait. J'ai un peu une intervention en deux temps. Je vais vous faire une intervention un peu type médiathèque, voilà ce que je peux aller faire et ce que je fais depuis maintenant plus de 15 ans, 17 ans en médiathèque quand je suis sollicité pour un petit moment d'échange avec les publics des médiathèques autour de l'histoire des jeux vidéo. Je vais essayer de tenir un temps à peu près de 40-45 minutes pour vous faire ces éléments-là qui seront de toute façon aussi des éléments d'information pour vous sur l'histoire marchande des jeux vidéo et autour de trois petits points qui vont revenir un peu sur les origines du jeu vidéo dans un premier temps, s'intéresser au succès d'un fabricant japonais Nintendo aux États-Unis dans un second temps et expliquer pourquoi. Et dans un troisième temps, et qui sera un peu plus court, une petite réflexion autour de la fonction game design. Et puis je vais basculer dans un deuxième propos pour conclure ma présentation avant qu'on ait un moment d'échange et de questions-réponses. Tout simplement pour vous faire un petit retour sur quelques types de médiation que j'ai pu développer là aussi ces 15 dernières années en médiathèque et en bibliothèque, en salle de cinéma aussi parfois, tout simplement parce qu'au bout de quelques années, le format de la conférence lasse un peu et qu'on a envie de tester aussi d'autres choses pour faire de la médiation scientifique auprès du public. Donc là vraiment on va être un peu dans votre cœur de métier. Donc voilà, donc je vous donne l'échantillon d'abord et puis après je vous donne le catalogue pour que vous puissiez, mais évidemment c'est un catalogue qui est complètement ouvert et qui appellera à vous en ressaisir pleinement et je vous donnerai les éléments pour aller retrouver ça, évidemment, puisqu'il y a des captations, par exemple, de certains de ces dispositifs disponibles en ligne. Alors, après ces éléments d'introduction, je vais d'abord poser une première question, c'est est-ce qu'il faut parler de préhistoire des jeux vidéo quand on rappelle un peu les origines du domaine ? Je pense que le travail qui est fait par les chercheurs et les chercheuses sur le jeu vidéo, sur les origines du secteur du jeu vidéo, commence à porter leurs fruits tout doucement. Évidemment, il y a aussi un effet, on va dire, de sédimentation générationnelle. Bon, on le voit ici dans cette salle, on doit avoir des gens qui ont la grosse vingtaine, la trentaine, la quarantaine, et évidemment qui sont peut-être plus sensibles à des questions d'histoire du jeu vidéo, quand bien même ce n'est pas un domaine qui est abordé ni dans le cycle primaire, secondaire, et puis voilà, moi il faut aller jusqu'à la fac pour trouver quelques cours d'histoire du jeu vidéo. Moi j'en anime depuis une dizaine d'années à la Sorbonne Nouvelle, dans le cadre d'un département cinéma et audiovisuel, puisque je suis maître de conférence dans un département de cinéma et d'audiovisuel. Alors je dis que ça porte ses fruits parce que il y a encore quelques années, on pouvait assez facilement avoir en tête, et c'était une idée qui pouvait être reprise par la presse, que l'origine du jeu vidéo, c'était le secteur du cinéma, et que c'était une sorte de produit dérivé des industries du cinéma. Alors ça paraît aujourd'hui un peu étonnant de dire ça, parce qu'il y a un travail historique qui a été fait, il y a un travail de pédagogie qui a été fait, mais je vous assure, vous pouvez feuilleter la presse française qui parle du jeu vidéo dans les années 80, parce qu'elle observe ce qui s'est passé dans les années 70, et en effet, il y a eu des liens entre des majors intégrés à des conglomérats de l'audiovisuel qui ont racheté des studios de jeux vidéo, déjà, avant même le rachat d'Activision par Microsoft avant-hier, cette idée était assez largement répandue. Alors, les premières formes de jeux vidéo, et ça c'est le travail historiographique qui nous le dit et qui nous l'apprend, sont à trouver du côté des recherches en informatique, évidemment, là où on travaille sur cet outil qui s'appelle l'ordinateur après-guerre, enfin qu'on appelle en français l'ordinateur après-guerre, eh bien, on va avoir des formes qu'on va pouvoir qualifier de jeux vidéo. Plus largement, tous les laboratoires de recherche qui sont équipés d'ordinateurs vont être des lieux aussi d'expérimentation et donc de création de logiciels ludiques, informatiques et ludiques. Et puis, alors, dans une moindre mesure, l'électronique grand public, du côté de ce qu'on appelle les laboratoires de recherche et développement des industries de l'électronique. Il est arrivé, je vais vous en parler juste après, qu'on réfléchisse à des formes d'applications vidéoludiques pour précisément l'écran de télévision, par exemple. Ce qui est intéressant de voir quand on fait un peu, alors ce qu'on pourrait appeler une préhistoire, mais vous allez voir que moi je vais plutôt défendre l'idée que c'est une histoire non marchande du jeu vidéo,
c'est que l'utilité de ces expérimentations, c'est essentiellement de produire des démonstrations techniques pour apprendre à programmer ces machines. Voilà, les gens passent par une forme qui est modélisable, le jeu, il a des règles, il a une structure. Ça, on le sait depuis la littérature des années 40 de Johann Huizinga ou de Roger Caillois dans les années 50. Hein. Une forme du jeu, c'est la forme ludus ou la forme game. C'est une structure, et donc cette structure, elle peut être modélisée par un ordinateur, et ça va être très pratique pour apprendre à programmer. On va passer par un petit jeu assez simple, on va le modéliser dans l'ordinateur, et ça va nous permettre de faire une démonstration technique de ce que l'ordinateur est capable de faire. Ces démonstrations techniques, on le voit très souvent quand on fait l'histoire des jeux vidéo, elles servent à la communication sur l'ordinateur. Si vous allez à l'Inatech, que vous fouillez dans les archives de l'ERTF, ce que j'ai fait pour mon dernier bouquin sur l'histoire du jeu vidéo en France, vous allez pouvoir trouver des archives sur l'ordinateur dans les années 50, dans les années 60, évidemment, c'est un nouveau domaine. Les pouvoirs publics investissent dans ce domaine-là, donc le téléspectateur est contribuable, donc la télévision va lui en parler. Et très souvent, pour lui en parler, la télévision passe par la forme de jeu. Et d'ailleurs, ça nous a fait découvrir avec mon co-auteur Guillaume Montagnon toute une série de petites expérimentations faites sur des serveurs français, d'entreprises publiques, enfin d'institutions publiques, d'entreprises publiques ou d'entreprises privées, qui passaient par la forme du jeu et qui servaient à communiquer sur l'ordinateur, sur les capacités de Thomson, de Bull, à pouvoir faire des choses avec les machines. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à aucun moment dans l'histoire du jeu vidéo, quelqu'un se lève un matin en se disant « je vais inventer le jeu vidéo ». Voilà, ça n'existe pas. C'est toujours des tentatives d'utiliser, de s'approprier l'ordinateur pour faire ces démonstrations techniques qui sont très souvent utilisées dans une logique de communication. Et puis il arrive parfois, c'est un peu plus rare pour le cas français, quoique on a un cas qui relèverait un petit peu de cette question-là, c'est de l'exemplification, c'est-à-dire des gens qui mènent des recherches ou des réflexions. On a un cas en 1952 en Grande-Bretagne avec un doctorant qui travaille à la limite des sciences de l'informatique et de la philosophie des techniques. Il s'appelle Alexander Douglas et il va faire par exemple la petite application que vous avez en haut à droite qui s'appelle Oxo, qui est un jeu de, ce qu'on appellerait un jeu de morpion en français ou un jeu de tic-tac-toe en américain. Il va développer cette application en appui de la thèse qu'il mène à Cambridge à l'époque. En France, on a un cas avec un personnage formidable qui s'appelait Paul Brafort, qui est décédé il y a quelques années, et qui a fait un jeu de Go-Bang, hein, c'est-à-dire une sorte de puissance 4, on va dire, avec des ordinateurs IBM, des ordinateurs américains, dans le cadre d'une institution européenne qui s'appelle Euratom. Hein, donc on voit là aussi l'utilisation de l'ordinateur pour travailler. Paul Brafort, lui, travaillait sur ce qu'on appelait la cybernétique à l'époque, en tout cas les prémices de l'intelligence artificielle. Ce qui est assez certain, c'est que les histoires du jeu vidéo s'entendent pour dire que probablement que le premier jeu vidéo de l'histoire, parce que c'est le programme qui rassemble toute une série d'éléments assez remarquables de ce qui définit un jeu vidéo, c'est ce que je vous ai mis en bas à droite de ma slide, Space War. C'est développé par des étudiants, ils sont un groupe d'une dizaine, au MIT en 1961. Le jeu va fêter ses 60 ans cette année, hein. On va être dans une année un peu de célébration du jeu vidéo. 1962 pour Space War, 1972 pour Pong, dont je vais vous dire un mot juste après. Peut-être ça vous donnera des idées dans le cadre de l'animation de votre année ou de votre rentrée 1962, puisque tout ça se passe plutôt à l'automne. Quoique Space War est livré au mois d'avril 1962. Alors Space War est souvent considéré comme le premier jeu vidéo parce qu'il modélise une situation, deux vaisseaux autour d'un vortex qui s'affrontent. Hein, c'est un jeu, Roger Caillois nous dirait d'agone, hein, d'opposition, où deux adversaires s'affrontent l'un contre l'autre. Ils jouent autour d'un vortex qui les attire. Il y a une loi de Newton qui est modélisée dans le jeu, qui est d'ailleurs un petit peu modifiée pour rendre le jeu un peu plus rapide, un peu plus nerveux. Et ce jeu de 1962 va être joué pendant une décennie au MIT d'abord, et puis à la fin des années 60, il commence à se répandre sur le territoire américain.
jusqu'à produire des premières compétitions de jeux vidéo. Donc on a dans Rolling Stone, la revue de culture populaire des années 60 et 70 aux États-Unis, un article en 1972 qui s'appelle les Space War Olympics, c'est-à-dire les Olympiades de Space War, où on se retrouve non plus sur la côte est au MIT dans le Massachusetts, mais on se retrouve sur la côte ouest à Stanford, où des étudiants s'affrontent autour de ce jeu-là, qui va largement garder son statut un peu avant-gardiste pendant une dizaine d'années. Tout ça, et ce qui va se poursuivre d'ailleurs jusqu'à la fin des années 70, relève de ce que je caractériserais comme une histoire non marchande. Elle est souvent mise à l'as. C'est pour ça que c'est important de prendre ne serait-ce qu'une dizaine de minutes pour vous en parler ce matin, parce que, en général, quand on dit les débuts du jeu vidéo, c'est Pong qui vient en tête, qui s'est imposé. Pourquoi Pong? Non pas parce qu'il est le premier jeu vidéo commercial, il y a eu quelques tentatives un petit peu avant, mais parce qu'il est le premier succès commercial du jeu vidéo. Pong, c'est 1972, sauf que des prémices, et si vous allez regarder l'intitulé de mon cours d'histoire sur le site de la fac de Paris 3, vous verrez que ça s'appelle Histoire du jeu vidéo 1947-1984, on travaille sur cette période-là, c'est-à-dire qu'on peut courir jusqu'à des brevets qui ont été déposés à la fin des années 40 aux États-Unis pour trouver des formes qui s'approchent du jeu vidéo. Après, on a toute une série d'expérimentations, de création de prototypes, etc. Et c'est vrai qu'à partir de Space War, on ouvre un moment que mon collègue Mathieu Triclot, dont je vous invite vraiment à lire l'excellent bouquin Philosophie des jeux vidéo, dit qu'il relève d'une informatique ludique universitaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une création de formes, de genres de jeux vidéo dans le domaine informatique et sans qu'il n'y ait de mise sur le marché ou d'exploitation commerciale de ces jeux. Ça n'empêche pas l'innovation, ça n'empêche pas la circulation, ça n'empêche pas la création de formes qui vont par la suite être exploitées commercialement. Donc ça, moi j'aime bien le rappeler d'une certaine façon, pour dire que l'innovation, c'est pas seulement lié à l'économie de marché, que l'innovation, ça existe aussi ailleurs, et vous le savez en tant qu'agent du service public. On innove dans le service public très souvent, parfois un peu poussé par les conditions, parfois quand on arrive à faire notre métier correctement. Et la deuxième chose, c'est aussi, pour mes étudiants par exemple en économie du cinéma et de l'audiovisuel, voilà, de leur rappeler qu'il y a des économies qui existent, mais qui sont des économies non marchandes. Ce qui se passe aux États-Unis dans les années 60 et 70, c'est bien une économie, dans le sens où il y a de l'innovation, de la création de biens, de logiciels, de la circulation de ces biens, mais qui n'est pas emprise dans un marché et dans les nécessités d'une économie capitalistique. Alors, cette histoire marchande, on y arrive tout de même, parce que, évidemment, c'est ce qui va avoir des effets, en tout cas, de diffusion des pratiques du jeu vidéo. Ça, c'est ce en quoi le capitalisme est bon, c'est-à-dire qu'il est très bon pour distribuer, le capitalisme. En général, il est très fort là-dessus. Voilà, il sait très bien distribuer ces éléments. Et à partir du moment où on amorce une histoire marchande des jeux vidéo, évidemment, il y a une distribution de ces pratiques sur différents territoires, et on va voir de manière extrêmement rapide. La question que je voudrais poser après cette introduction, c'est pourquoi Pong, que vous connaissez, ou j'imagine que chacune ici a une image de Pong dans la tête, pourquoi Pong d'Atari est un succès, alors que une application qui s'appelle le tennis, d'un périphérique qui s'appelle l'Odyssée, n'est pas un succès, ou en tout cas n'est pas un aussi grand succès que Pong. Ça me permet de revenir sur le domaine de la recherche et développement dans les entreprises d'électronique grand public. En haut à droite de ma slide, vous avez cet ingénieur d'origine allemande, naturalisé américain. Il fuit avec sa famille le nazisme dans les années 30 et il devient ingénieur dans différentes entreprises à partir de la fin des années 40 et le début des années 50. Il s'appelle Ralph Baer, je vous ai mis son nom sur la slide, et dans ses propres mémoires, il affirme que dès 1951, il avait eu cette idée d'utiliser le poste de télévision pour faire autre chose que regarder des programmes de télévision, et quelque chose qui pouvait un peu définir, entre grosses guillemets, comme l'insertion d'un module ludique dans un poste de télévision. Cette proposition est faite en 1951. Il travaille pour une boîte qui fabrique des postes de télévision qui s'appelle Loral Electronics.
Et les responsables de la boîte balaient d'un revers de main cette idée en disant que non, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire en termes de production de postes de télévision. Alors, Ralph Baer, qui s'est parfois présenté comme le père des jeux vidéo, parce qu'évidemment, il y a parfois des logiques d'auto-célébration ou d'auto-glorification techno-industrielle des acteurs eux-mêmes, quand ce n'est pas les gens qui parlent et qui font l'histoire du jeu vidéo qui tombent un peu dans ce biais-là. Enfin, en tout cas, lui a eu tendance à se présenter comme ça. Il a même été décoré aux États-Unis. C'est un des premiers acteurs du secteur du jeu vidéo qui a été décoré aux États-Unis, alors avec une décoration plutôt dans un ordre un peu technique et scientifique. Mais 15 ans plus tard, le même Ralph Baer, lui, a progressé, on va dire, dans sa carrière, et il gère un plateau de développement. Il est chef d'équipe d'un grand plateau d'ingénieurs. Et il va revenir avec cette idée en 1966, il va faire bosser 2 de ses ingénieurs sous sa direction, et il est dans une entreprise qui est spécialisée dans l'électronique, mais l'électronique militaire. Alors, genre, je le précise ici parce que ces liens entre fonds militaires, financement militaire et jeux vidéo sont très forts. Toute l'histoire nous montre que, étape après étape, on retrouve très régulièrement cet intérêt et ce financement des milieux militaires sur les formes, alors d'abord l'ordinateur, mais aussi les formes de jeux vidéo. Il se trouve que l'entreprise pour laquelle bosse Ralph Baer et dans laquelle il va développer ce projet, qui s'appelle Sanders Associates, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'électronique militaire. C'est une entreprise qui crée des innovations, dépose des brevets et va ensuite trouver des acteurs avec lesquels défendre ces brevets. Alors, l'observation de Ralph Baer, c'est de se rendre compte qu'il y a un parc de téléviseurs installés aux États-Unis à la fin des années 60 qui va grandissant et qui est en train de faire que 80% des foyers américains disposent d'un poste de télévision. On sait que l'industrie de la télévision s'est largement développée après-guerre aux États-Unis. Il y a eu un effet de rattrapage, mais avec quasiment 10-12 ans de retard en France. Et qu'à la fin des années 60, la majeure partie des foyers américains disposent d'un poste de télévision. L'idée tout à fait intéressante de Ralph Baer, ça va être d'utiliser ce poste de télévision pour produire d'autres programmes que les programmes télédiffusés qui sont l'essence même d'un poste de télévision, d'un téléviseur, c'est-à-dire la capacité à capter le signal hertzien, par exemple, pour le transformer en image et en son pour les téléspectateurs. Il va avoir un geste assez osé, qui est celui de détourner la seule entrée qui existe dans un poste de télévision à la fin des années 60. La seule entrée, c'est-à-dire le seul moyen de faire rentrer un signal dans un poste de télévision, c'est la prise antenne. À la fin des années 60, des entrées comme les entrées RCA, vous savez, les petites fiches jaunes, blanches et rouges, ou même aux États-Unis, le Péritel fait pas sens, puisque c'est la prise Péritel est un standard européen, on ne le trouve pas du tout aux États-Unis. Ralph Baer, lui, il part de cette prise antenne et il va proposer qu'on insère un périphérique qui soit connecté au poste de télévision par cette prise antenne pour pouvoir produire d'autres choses. Son projet, et ça c'est assez intéressant pour voir un petit peu comment il réfléchit, il l'appelle, je ne vous l'ai pas mis ici, mais le nom qu'il donne à son projet c'est Channel LP. Channel comme une chaîne de télévision, LP pour Let's Play, donc la chaîne à jouer, c'est-à-dire que le paradigme qui prévaut à la fin des années 60, c'est que ce périphérique va produire une chaîne supplémentaire. Évidemment, ce périphérique va produire un autre paradigme, qui est celui que le téléviseur devient un terminal, mais ça c'est une transformation qu'on doit aux années 70, avec ce qui va devenir l'Odyssée, c'est-à-dire le projet de Ralph Baer et la commercialisation du projet de Ralph Baer, mais évidemment surtout avec l'arrivée des magnétoscopes dans les années 70 et des vidéocassettes. Aujourd'hui, pour moi comme pour vous, l'idée qu'un poste de télévision est un terminal est quelque chose de tout à fait logique. On y branche aujourd'hui des consoles de jeux vidéo, on y branche des box de télévision, vous y branchiez dans les années 80 vos magnétoscopes ou vos consoles de jeux de l'époque, mais évidemment c'est un vrai changement de paradigme pour le consommateur des années 70. C'est comme si je débarquais dans votre cuisine et que je vous disais j'ai un petit matériel que je vais brancher sur ton frigo et tu vas voir ton frigo va faire complètement autre chose que ce pourquoi il est fait. Il faut vraiment le penser comme une rupture comme ça dans l'usage et le rapport à la télévision.
Alors voilà une réplique en haut à droite de ce que va être le prototype de démonstration qui va s'appeler la Brown Box, tout simplement parce qu'elle est dans une boîte en bois marron. Et Ralph Baer va faire travailler deux ingénieurs, Bill Rush et Bill Harrison, en essayant de marier un peu deux approches différentes. Ralph Baer nous dit Rush, c'est un type assez créatif, mais un peu indiscipliné, etc. Mais en tout cas, qui avait pas mal d'idées. Harrison était vraiment le prototype de l'ingénieur, très cadré dans ses manières de faire des choses. Et donc, il essaye de faire travailler ensemble ces deux ingénieurs en leur donnant des idées et, dans un premier temps, en travaillant à trois sur ce projet-là. Quand le projet est présenté à Sanders Associates, le board de l'entreprise dit non, mais ça c'est pas du tout notre métier, nous on est une entreprise d'électronique militaire, enfin ce que vous êtes en train de faire là, ça correspond pas, mais il y a quand même un chef de département qui voit qu'ils ont intégré, vous le voyez ici, une petite carabine opto-électrique qui permet de tirer sur l'écran de télévision, et c'est Ralph Baer qui le rappelle dans ses mémoires. Il est probablement séduit par le fait que lui-même est un pratiquant du tir, probablement un chasseur, mais aussi qu'il se dit que pour des applications militaires, et on y revient, ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir ce type de formation au tir, par exemple, à travers un objet de formation militaire. On leur donne une rallonge de quelques milliers de dollars, on leur donne un peu de temps supplémentaire et ils vont pouvoir produire un prototype fonctionnel, donc vous l'avez en haut à droite. Et l'idée, c'est que Sanders Associates ne veut absolument pas mettre en production cette chose-là, mais trouver un partenaire pour pouvoir assurer la fabrication, mais aussi la distribution de cette machine-là. Ça va être assez long, ça va mettre 3 ans. On sait que les premières démonstrations remontent à 67-68, mais ce n'est qu'au début de l'année 72 que quelque chose est signé de manière assez concrète, avec un fabricant de télévision qui s'appelle Magnavox, qui est intéressé par l'objet, qui demande à ce qu'il y ait un nombre d'applications qui soient développées dedans et qu'on ajoute des éléments, entre autres des éléments tangibles. Il y a des dés, il y a des cartes, il y a des plombs, il y a toute une série d'éléments qui rappellent une pratique de jeu que les consommateurs connaissent bien, le jeu de société. De même que la machine produisant un signal en noir et blanc, les créateurs vont designer des séries de filtres de couleurs qu'on va pouvoir appliquer sur l'écran de la télévision. C'est des écrans à tube cathodique. Ça produit de l'électricité statique. Vous vous rappelez les cheveux ou les petits bouts de papier qu'on pouvait comme ça envoyer sur l'écran et qui étaient maintenus sur la surface de l'écran. Et ça va permettre de donner un petit surplus de couleurs, par exemple, sur l'écran. Alors, je vous montre un document. J'aurais dû faire mon test sur la vidéo. Je ne sais pas si on va avoir le son, mais ouais, vous entendez un petit quelque chose. C'est pas très grave si vous n'entendez pas bien ce qui se passe. Voilà Ralph Baer et Bill Harrison en démonstration. Ça, c'est une archive super chouette qui avait été partagée par Ralph Baer il y a déjà pas mal d'années. Il se trouve qu'évidemment, faisant des démonstrations dans des entreprises d'électronique grand public, ces entreprises disposent à la fin des années 60 des premières caméras, tout simplement pour filmer. Et donc, on enregistre ces démonstrations, peut-être pour les présenter à des gens qui n'ont pas pu venir la voir directement. Ralph Baer présente son interface de jeu. Vous voyez que c'est déjà une manette de jeu. Alors, avec une forme d'interface qui a complètement disparu aujourd'hui des manettes, qui est le potentiomètre, le bouton que vous tournez vers la gauche ou vers la droite pour augmenter ou baisser le son de votre chaîne IFI. Ici, c'est 3 potentiomètres qui vont vous permettre de diriger chacun des carrés à l'écran, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et puis un dernier potentiomètre qui va permettre ici dans l'application que vous allez voir, qui est le jeu de tennis, de donner une sorte d'effet sur la balle. Et Ralph Baer et Bill Harrison ici vont se mettre à jouer, tout simplement pour produire une démonstration d'une partie. Je vous invite à regarder alors déjà ce qui se passe à l'écran, voilà, sur la manière de diriger chacun de ces carrés et sur le comportement de la balle. Dans un premier temps, c'est des échanges assez simples. Et puis voilà, vous voyez qu'il y a des petits effets qui sont donnés sur la balle et qui visent à tromper un petit peu l'adversaire.
pour essayer de faire passer la balle avec une balle qui se remet en jeu. Regardez Bill Harrison à l'arrière-plan. Il va louper une balle, là, dans un instant. Hop, voilà, vous voyez le petit geste, ça vous rappelle les joueurs de FIFA qui sont peut-être dans vos médiathèques et qui viennent s'affronter les samedis. Voilà, en 1968, qui doit être la date de cette archive, bah, on voit déjà ce que Bourdieu appellerait des formes d'expression, d'exis corporel de joueurs. Ah, quand j'ai perdu et quand je loupe la balle. Bon, ce qui est important, c'est de voir un peu le comportement de cette balle-là, de le garder en tête. Voilà cette machine qui est... Alors, moi, on a tendance à dire la première console vidéo de l'histoire. C'est un périphérique, ça c'est certain, et je pense que la notion de périphérique, elle fait sens. En tout cas, elle n'est pas anachronique par rapport au début des années 70, on l'a dit, c'est très rapidement l'arrivée des premiers magnétoscopes grand public. J'ai plutôt tendance à penser qu'il faudrait la présenter comme une sorte de jeu de société télévisé. Je disais que la catégorie et le paradigme du jeu de société me paraissait plus fort par rapport à ça. Un jeu de société télévisé qui, vous le voyez, s'adresse aux familles. Ça, c'est la publicité qui est faite par Magnavox. Magnavox a retravaillé l'aspect de la machine. Lui a donné un nom, l'Odyssey, on n'est plus sur le paradigme Channel LP, on a appelé ça l'Odyssey, et développe sa communication autour des publics familiaux qui se retrouvent autour de cette machine-là. Donc ça préfigure un petit peu l'image qu'on a aujourd'hui de la console de jeux vidéo, en tout cas de l'image de la console de jeux vidéo dans les années 80, autour d'un public plutôt familial. Mais quand on regarde les spots publicitaires de l'Odyssée, on est assez frappé que c'est d'abord les parents qui sont mis en avant. C'est eux qui jouent aux jeux vidéo. Et à la rigueur, les enfants apparaissent dans un second temps dans les posts publicitaires, plutôt autour d'applications qui vont être ludo-éducatives. Voilà. Placer son curseur sur le bon État américain, sur une carte des États-Unis d'Amérique, sans la mention des États. Alors voilà les fameux filtres qui se plaquent. Ici c'est le filtre de tennis. Donc vous voyez qu'il reprend la couleur verte qui rappellerait le tennis sur gazon et peut-être l'imaginaire de Wimbledon. On y voit des dessins qui sont vraiment affichés sur ce film plastique à gauche et à droite de joueurs de tennis en train de jouer avec un numéro sur le t-shirt, 1 et 2. Mais évidemment ça a seulement un effet un peu d'agrément visuel pour rendre, et par transparence, on voit l'affichage qui se passe sous le film plastique. Alors, on a déjà vu la manière dont se comportait la balle. Alors, attendez, tac. Voilà, donc là, ici aussi, vous voyez un petit peu le comportement. Et vous voyez que vraiment, cette balle, on peut la renvoyer. Il suffit juste de la toucher en haut, en bas du carré, sur la face avant, et voire même sur la face arrière. Elle est renvoyée automatiquement, c'est gentil, elle est renvoyée automatiquement vers l'adversaire. Alors, on sait que cette application de l'Odyssey, il y a un entrepreneur américain qui s'appelle Nolan Bushnell, qui est un ancien étudiant de l'université de l'Utah, qui a joué, par exemple, à Space War dans ses études universitaires, et qui a vu une démonstration du tennis de l'Odyssey au moment où Magnavox préparait son lancement. Ça se passait dans un aéroport californien. On a la signature de Bushnell sur le registre des gens qui sont venus assister à cette présentation. Donc, historiquement, c'est attesté. Et on sait que ce jeune entrepreneur, dans l'esprit de la culture mormone dans lequel il a baigné dans sa jeunesse dans l'Utah, lance sa propre entreprise avec cette idée qu'il a pu expérimenter en tant qu'ingénieur d'exploiter commercialement les jeux informatiques. Et une des premières tentatives de Nolan Bushnell, ça a été d'exploiter Computer Space sous une forme de Space War, excusez-moi, sous une forme de jeu de type borne de jeu, ce qu'on appelle l'industrie de l'amusement aux États-Unis, sous le nom de Computer Space. Ça n'a pas été un succès foudroyant, ça n'a pas non plus été un échec total, mais enfin en tout cas, ça a fait que lui a quitté l'entreprise pour laquelle il avait développé ce projet, et il se lance en indépendant dans une entreprise qui va s'appeler Atari,
et dont les statuts sont déposés en juin 72 dans un tribunal de commerce californien. Il fonde Atari avec Ted Dabney, qui va le suivre plusieurs années, et un autre camarade qui s'appelle Larry Bryan, mais qui va quitter très rapidement. La date, c'est le 27 juin 72. Et l'idée d'Atari au départ, ça va être de vendre sous licence des jeux vidéo aux fabricants de Chicago. Je dis les fabricants de Chicago parce que l'industrie de l'amusement, c'est-à-dire les pistes de bowling, les jeux de fléchettes, les pinballs, les flippers, sont essentiellement réunis et concentrés dans la région de Chicago, dans l'Illinois, tout simplement parce qu'il y a des forêts dans l'Illinois, que les forêts, ça produit du bois, et que le bois, on en a besoin pour fabriquer ces machines, qui sont au départ des machines électromécaniques, et puis qui vont intégrer de l'électronique au fur et à mesure. Atari veut être un sous-traitant de l'industrie de l'amusement et veut pouvoir vendre à ces entreprises ces innovations. Et pour commencer, ce que Atari va faire, c'est tout simplement designer des plateaux de flipper, qui sont des plateaux qui viennent électriques et électroniques au début des années 70, avec un contrat avec un de ses fabricants qui s'appelle Bally. Il recrute un jeune ingénieur qui s'appelle Al Alcorn, très tôt, très vite, le lendemain. Le contrat est signé le lendemain avec Al Alcorn pour Atari, et il lui fait une description du jeu de tennis qu'il a vu lors de la présentation de l'Odyssée, le jeu dont je vous ai montré quelques images auparavant. Et là, Al Alcorn doit faire un jeu de ping-pong, un jeu de tennis, autour de la description qui lui a été faite par Nolan Bushnell, et en utilisant un montage électronique que Bushnell a développé avec Dabney. C'est un exercice, tout simplement, que Bushnell donne à Al Alcorn, tout simplement pour éprouver ses qualités d'ingénieur. Ça part de ça, au départ. Seulement, et ça caractérise assez bien le personnage, Bushnell est quelqu'un qui est un peu roublard, qui raconte un peu des... Voilà. Et donc il dit à Al Alcorn, écoute, on a un contrat avec un fabricant d'électronique grand public qui s'appelle General Electric, et donc c'est une commande de General Electric pour mettre un peu la pression sur son ingénieur et faire en sorte qu'il soit investi dans ce travail-là. Mais au départ du projet, il n'a aucune intention de tenter de commercialiser ou de présenter à des industries, à des entreprises de Chicago ce prototype-là. Ce qui est intéressant, c'est que partant du modèle de l'Odyssée, Al Alcorn va faire un vrai geste de game design, c'est-à-dire qu'il va repenser entièrement le fonctionnement de cette machine en travaillant des aspects tout à fait nouveaux. Je vous le présente tout simplement pour rappel, mais voilà comment fonctionne une partie de Pong. Observez le comportement ici de la balle par rapport à ce que je vous ai montré auparavant. Vous voyez qu'il y a un effet de rebond en bas et en haut de l'écran, qu'il y a un déplacement qui est un petit peu plus contraint des deux avatars. On a quelque chose qui visuellement pourrait paraître très proche, mais qui en fait fonctionne de manière assez différente. Vous voyez ce renvoi à 180 degrés, quand la balle est récupérée au centre de la raquette, vous voyez que ça renvoie tout droit. Et puis quand la balle est récupérée à un autre endroit de la raquette, on va essayer de voir là. Décidément. Bon, là j'ai mon joueur qui est en train de perdre. Alors, voilà, hop. Voilà. Ah bah c'est la partie est terminée là, excusez-moi. Hop. Bon, je vais passer à la slide suivante, ce sera plus parlant, je pense. Donc, on a ces deux jeux qui, vous avez vu, a priori, se ressemblent formellement très proches, mais qui, en fait, on va dire, relèvent de deux logiques tout à fait différentes. Première chose, vous voyez que le score est pris en compte par le logiciel du côté de Pong, il s'affiche en haut de l'écran. Ce n'était pas le cas du côté du tennis de l'Odyssée, c'était aux joueurs, d'une certaine façon, de négocier entre eux le suivi du score ou si tel geste, tel mouvement était réglementaire ou pas. Avec Pong, l'ensemble des aspects de la partie est pris en jeu par le logiciel. Deuxième chose, Pong va modéliser une situation qui va répondre à des règles de loi physique. Il y a une loi physique qui est utilisée dans ce jeu-là, c'est la loi de Schnell-Descartes sur le rebond sur les parties supérieures et inférieures de l'écran. L'angle incident, l'angle d'arrivée est symétrique à l'angle de départ. Si vous arrivez à 45 degrés, vous repartez à 45 degrés en haut et en bas de l'écran.
Deuxième chose, Al-Alcorn va supprimer les effets sur la balle qu'on avait vus auparavant dans la démonstration du tennis de l'Odyssée, au profit de trajectoires beaucoup plus lisibles, qui sont des trajectoires rectilignes. Le projectile, la balle, suit des trajectoires rectilignes, et les rebonds sont rendus possibles, on l'a dit, sur les bords supérieurs et inférieurs de l'écran, de même que sur la raquette. Or, sur la raquette, là, il y a une idée qui est tout à fait intéressante du côté d'Al-Alcorn, c'est qu'il va diviser cette raquette en différents segments. On a un segment central, vous l'avez vu fonctionner tout à l'heure dans cet échange, où les deux raquettes se renvoyaient à 180 degrés la balle. Il y a un rebond plat au centre de l'écran. Et puis, au-dessus et en dessous de cette zone centrale, il y a 3 zones qui vont renvoyer la balle avec des angles de plus en plus ouverts. Si vous êtes sur la zone juste au-dessus, vous avez un angle légèrement ouvert. Si vous êtes encore au-dessus, c'est encore plus ouvert. Et si vous êtes à l'extrémité, c'est très ouvert. En haut comme en bas. Cette idée-là est géniale parce qu'elle apporte de la variation à la situation de jeu et elle produit de l'enjeu pour le joueur ou la joueuse qui se prête à une partie de Pong. C'est un jeu à 2 joueurs qui vont s'affronter. Et avec cette idée que, évidemment, que vont tenter les joueurs, c'est de récupérer la balle à l'extrémité de la raquette pour produire un renvoi qui va avoir plusieurs effets de rebond en haut et en bas et qui va être beaucoup plus difficile à anticiper de la part du joueur adverse. Ça va mettre le joueur adverse en difficulté. Mais, si vous faites ce choix-là, en tant que joueur, vous vous mettez vous-même en danger, puisque si vous loupez la balle, vous accordez le point à l'adversaire. Il y a une tension d'un coup qui se produit dans Pong avec cette idée qui est assez simple, mais qui va produire quelque chose d'essentiel dans le jeu, c'est de la variation. Le jeu va produire de la variation qui va être doublée d'une logique d'accélération, et ça va être assez essentiel, et j'en réfère aux propositions de Mathieu Triclot, qui nous dit le jeu d'arcade des années 70, il est vraiment pensé sous l'empire de l'accélération. C'est souvent des situations de jeu qui ne font que s'accélérer jusqu'à produire un moment de rupture. Ce sont des jeux vidéo, les jeux vidéo d'arcade, où on est amené d'une manière ou d'une autre, et accrochez-vous à votre chaise, à perdre. L'un des deux doit céder. Mais l'un des deux doit céder pas pour le plaisir de le faire céder, précisément parce qu'on est passé dans une histoire marchande du jeu vidéo, et que faire perdre un ou l'autre joueur, c'est correspondre à un modèle d'exploitation de ces machines. Ces machines, elles vont être jouées dans des lieux publics, les gens vont mettre des pièces de monnaie pour jouer, et on va faire en sorte qu'en mettant une pièce de 25 cents, à un moment ou à un autre, on perdra et on libérera la place devant la machine. Il ne faut pas que quelqu'un vienne le matin à 9 h mettre sa pièce de 25 cents et ressorte le soir à 18 h. Il faut qu'il y ait un turnover qui soit organisé devant la machine. Al-Alcorn a compris ça. En produisant de la variation, il crée un logiciel beaucoup plus attractif et passionnant. En produisant de l'accélération, tous les 4 ou 7 échanges, la vitesse de la balle, du projectile est incrémentée. Il assure de pouvoir correspondre à son modèle d'exploitation et pouvoir assurer la rentabilité de ces machines de jeu. Le mouvement des raquettes, enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Le mouvement des raquettes, cette fois-ci, est extrêmement contraint. Les petites raquettes du tennis de l'Odyssée, vous avez vu qu'elles pouvaient se déplacer dans toutes les directions. Elles peuvent même passer la ligne médiane, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous dis, le système ne contrôle pas du tout ça. Ici, c'est un mouvement qui est vertical et avec un potentiomètre à nouveau, en tournant dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, on monte ou on descend. Alors, on entend souvent dire, et c'est là aussi que le travail de l'historien peut être intéressant, et c'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue à propos de Pong, c'est que le prototype de Pong, d'une part, une fois qu'il est abouti dans les locaux d'Atari, on se rend compte qu'on y joue après les heures de travail, et ça c'est Nolan Bushnell qui le dit, il dit le jour où je me suis rendu compte qu'on restait 2 heures après la fin du travail pour jouer à ce jeu-là, on s'est rendu compte de son potentiel commercial. Ils vont le mettre en test, on sait, dans une sorte de bar de Sunnyvale, là, en Californie, qui s'appelle le Handicap Tavern. Et l'histoire nous dit que, au bout de quelques jours, le patron appelle en disant « Écoutez, il y a un problème, venez ». Qu'un ingénieur, à l'Alcorn parfois, un ingénieur de chez Atari se rend sur place, qu'en effet la machine dysfonctionne,
et qu'il ouvre le boîtier pour voir ce qu'il y a dedans, et au moment où il ouvre le boîtier, le monnayeur, la monnaie qui est contenue par la machine se déverse à ses pieds. Voilà, et que c'est la monnaie, l'argent qui a été introduit par les utilisateurs, qui a produit le dysfonctionnement de la machine. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce qu'elle nous dit ah là là, ce truc est tellement génial qu'il va amasser, et ce qui va être vrai d'une certaine façon par rapport à l'industrie du jeu vidéo, des millions de dollars. Il y a toutes les potentialités d'une certaine façon financières autour d'une angoisse qui est alors vraiment au cœur de l'industrie du jeu vidéo, celle du bug et celle du problème technique. Cette histoire, elle concentre à peu près tous ces aspects-là. Après avoir observé que cette histoire, la même histoire, pouvait être transposée dans d'autres contextes culturels, par exemple, on a un bouquin à la fin des années 90 qui dit que la même mésaventure est arrivée à la borne de Pong qui avait été installée à Paris au drugstore Saint-Germain-des-Prés. Bon, voilà, là, on se dit, quand même bizarre qu'ils n'aient pas réglé les problèmes entre-temps. Non, on se dit probablement que c'est un mythe de l'industrie. Qu'il y a peut-être eu une panne, hein, je ne dis pas, mais enfin, le côté où telle une corne d'abondance, les pièces répandent au pied de l'ingénieur, comme pour lui signifier voilà, toute la richesse qui l'attend. Évidemment, il y a quelque chose qui est beaucoup trop beau et dont, si les histoires du jeu vidéo s'en emparent si facilement, c'est probablement qu'on y trouve quelque chose d'un peu explicatif du développement, de l'amateurisme, du coup de peau un peu, qui est propre au début de cette industrie. Les collègues en histoire du cinéma ont fait la même chose sur la projection de l'arrivée d'un train dans le salon indien en 1895. Bon, on nous a tous appris ça en primaire. Les enfants, vous savez, les spectateurs de l'époque se sont levés, les chaises sont... On sait que c'est absolument faux, historiquement. C'est une belle histoire, parce que ça dit ce rapport compliqué à l'image, filmée, etc. Mais on a des comptes rendus des premières projections du cinématographe, en Russie, par exemple, où il n'est jamais fait mention une seule fois, au moment, alors que on sait que le film a été diffusé, l'arrivée d'un train, de quelque affolement que ce soit de la salle. Donc ces mythes historiques, ils sont assez ancrés, souvent pour expliquer un peu le choc, les potentialités ici, financières, la crainte du bug, etc. On le voit, deux applications assez proches l'une de l'autre, tennis de l'Odyssée d'un côté, Pong de l'autre, mais des logiques différentes et en tout cas un vrai travail de game design. Pong va être proposé aux industries de l'amusement, je vais prendre le terme américain, aux industries de l'amusement, aux entreprises de l'amusement, qui vont un peu balayer ça d'un revers de main en disant non, non, c'est trop simpliste, ça va intéresser personne. En plus, c'est un jeu à 2 joueurs, nous on préfère les flippers, où on est sûr qu'un joueur peut jouer. Et c'est finalement un peu poussé par le manque d'intérêt de l'industrie de l'amusement que Atari se retrouve à devoir produire lui-même ces machines-là. Il va le faire de manière un peu artisanale, mais en tout cas, ça va lancer cette entreprise qu'il ne faut pas constituer comme une sorte d'entreprise géniale. Moi, j'ai un passage de mon cours sur l'histoire du jeu vidéo avec mes étudiants de L2 qui s'appelle une anti-histoire d'Atari, ou en tout cas une histoire d'Atari plus du tout pensée sous l'angle d'une grande réussite économique et capitalistique, parce que précisément quand on regarde dans le détail, Atari ne produit que des choix discutables, ne fait que des erreurs d'une certaine façon, jusqu'à son rachat très rapide par Warner en 1976. Alors, je vous propose une petite vidéo. Vous reconnaissez un journaliste bien connu de la télévision française. Je vais vous montrer comment en 1979, on parle au journal de 20 heures, ce qu'on appelle la grand-messe, le journal télévisé, du jeu vidéo par rapport au succès d'un jeu vidéo au Japon. C'est il y a plus de 40 ans, voilà, ça va me permettre de passer sur le deuxième module. J'espère que le son est suffisamment fort parce que là, ça va être important. Attendez, je vais vérifier si mon son est au maximum. Bon, j'espère que ce truc n'a pas été commercialisé en France, parce que... Moi, j'aime bien, en médiation, j'aime bien montrer ça, ça permet de désamorcer. Alors, ça ne m'empêche pas de me retrouver avec des grands-parents très inquiets de leurs enfants qui jouent aux jeux vidéo, mais puisque très souvent, je suis rattrapé par ces inquiétudes et cette panique morale autour des jeux vidéo, qui est très tenace,
évidemment de leur dire mais voilà ce qu'on disait en 79. Alors déjà, on raconte un peu des âneries, je veux dire, des mineurs se sont prostitués, les parents volent, c'est une épidémie, un fléau, hein, c'est les termes qui sont employés. On relèvera la xénophobie anti-japonaise, assez caractéristique de la fin des années 70. Hein, c'est l'époque où on parle des fourmis japonaises. Ces gens sont quand même un peu bizarres, ont des pratiques de divertissement qui correspondent pas trop à ce que nous, on fait en France, madame. Bon. Donc, on le voit quand même hein, que tout de même le jeu vidéo arrive dans un accueil médiatique qui est vraiment pas positif et qu'on est prêt à raconter même n'importe quoi, et ça ne sera pas la première fois qu'on racontera n'importe quoi sur les jeux vidéo, pour fasciner un petit peu le public et le téléspectateur français par rapport à ces pratiques-là. Alors, c'est un peu ce qui va rattraper, et ça va être la deuxième avant-dernière partie de mon intervention. Je vais essayer de bien tenir le temps. Pourquoi les jeux vidéo Nintendo ont-ils rencontré le succès aux États-Unis? Donc on passe à un autre domaine du jeu vidéo, le jeu vidéo domestique. On passe à un moment particulier du jeu vidéo domestique qui est l'arrivée des fabricants japonais, Nintendo en tête, Sega également dans une moindre mesure, en soulignant que Nintendo est ultra dominant au Japon et aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, hein, ce qui nous a permis en France d'avoir peut-être une culture vidéoludique un peu plus large et un peu plus ouverte. Hein. Sega a été dominé par Nintendo, par exemple, sur le marché français, mais avec un peu plus d'équilibre entre les rapports de force, alors que Nintendo est archi-dominant sur les autres marchés, probablement parce que Nintendo a laissé un peu de côté le marché européen, alors que Sega s'y est intéressé un peu plus tôt. Et cette entreprise, Nintendo, hein, s'intéresse à la console de jeux à cartouches interchangeables autour du modèle que je vous ai mis en haut à droite, la Family Computer, sortie en 1983 au Japon. Nintendo est une entreprise quasi centenaire hein, au moment où elle lance cette machine-là. C'est parfois ignoré des gens, mais c'est une entreprise qui date depuis la fin du 19e siècle, qui existe depuis la fin du 19e siècle au Japon, qui faisait de la carte à jouer. Hein, donc on voit que la question du jeu est très présente dans cette entreprise et qui s'est beaucoup diversifiée dans le gadget dans les années 1950-1960. Du gadget, elle est passée à l'intégration de l'électronique au gadget. De l'intégration de l'électronique, elle a développé une expertise dans le domaine de l'électronique. Elle a fait du jeu d'arcade, par exemple un succès comme Donkey Kong en 1980, et un succès également sur des jeux électroniques que vous avez peut-être possédés, qui s'appellent les Game & Watch au début des années 80. Le marché français a été particulièrement porteur pour ces machines-là, et de fait, ça l'a amené vers la cartouche interchangeable. Je vous résume ça évidemment à une vitesse hypersonique. Cette machine s'appelle la Family Computer. Les usagers japonais vont l'adopter et vont d'ailleurs même la renommer Famicom, ce qui va poser des problèmes à Nintendo qui ne possède pas cette marque Famicom, qui appartient à une autre entreprise japonaise sur son territoire. Elle va devoir racheter en fait, après avoir essayé de convaincre les consommateurs d'appeler sa machine la Family Computer. Cette machine-là, je le dis quand même, est pensée au départ pour un cycle d'exploitation de 18 mois. L'idée de Nintendo, c'est pendant 1 an et demi d'exploiter cette machine. Elle sort à l'été 1983 et l'idée, c'est de la pousser peut-être jusqu'à Noël 84, mais à passer à autre chose et préparer l'après pour 1985. Il se trouve que les derniers modèles de cette machine vont être fabriqués dans les usines de Nintendo au début des années 2000. Donc là, le succès est totalement inattendu et d'une certaine façon, Nintendo va pouvoir imposer à des éditeurs qui viennent le démarcher. Hein, c'est ça qui est quand même le rapport de force assez intéressant, c'est que ce sont des éditeurs dits tiers qui sont des éditeurs qui viennent du domaine du jeu d'arcade ou du domaine du jeu de la micro-informatique, qui viennent dire à Nintendo, écoutez, vous avez un parc de machines installé qui est assez considérable, comment on peut s'arranger pour que nous, on puisse faire des cartouches sur votre machine? Et Nintendo, par exemple, dit, écoutez, c'est nous qui assurons la fabrication des machines, donc on vous des cartouches, et vous avez le droit de publier si vous faites à minima 10 000 cartouches. Donc il faut voir que Nintendo au Japon, si un éditeur fait un jeu sur une console Nintendo, même s'il ne vend pas une seule cartouche,
ça rapporte de l'argent à Nintendo, puisque Nintendo a facturé la fabrication des cartouches, et qu'après ça, elle va marger en royauté sur la vente des cartouches. Mais ça permet à des entreprises, comme Squaresoft, comme Enix par exemple, qui étaient habitués à des succès de vente de quelques dizaines de milliers de jeux, d'atteindre des niveaux totalement stratosphériques à plus d'1 million de cartouches vendues, parce que le parc installé de machines est extrêmement large. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle que vous avez en bas et que vous... Il y en a qui l'ont eu ou pas dans la salle? Oui, deux, voilà. C'est pour ça qu'il y avait de l'excitation. Ah, je sentais que d'un coup, là, oh, Pong, là, il fait chier l'historien. Ah non, là, il nous parle de trucs qui nous... non, mais tiens, Pong, quand même, je ne l'ai pas dit, mais sortez un Pong dans n'importe quel... Je ne sais pas si dans vos médiathèques, vous faites des petites expositions ou des choses comme ça. Si vous avez un Pong et que vous le mettez, vous serez frappé de voir que les gamins de 8-9 ans, mais ils jouent comme des dingues. Hein. Moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises, et peut-être même plus qu'un Super Mario Bros. Hein. Pong est tellement instinctif et, que c'est toujours un succès. Bon, vous la connaissez, vous l'avez pratiquée, vous l'avez eu sous le sapin de Noël, vous l'appelez la NES. Ce qui donne des jeux de mots parfois, viens chez moi jouer à la NES, ou des choses comme ça. Ouais. Les Américains l'appellent la Nintendo Entertainment System, et c'est le mot entertainment qui est intéressant ici. C'est-à-dire qu'ils l'ont pensé comme une machine de divertissement. Et d'ailleurs, si vous regardez le design qu'ils lui ont offert, le designer de la Nintendo Entertainment System est décédé il y a quelques semaines de ça. Hein. Mais vous voyez qu'il avait travaillé sur l'idée de lui donner de l'aspect de quoi, d'après vous? Pardon? Un magnétoscope, oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a aucune raison d'avoir une petite trappe ouverte, puisque précisément la Famicom, on insérait sur le dessus de la machine la cartouche. Donc vraiment l'idée, ça a été de le redesigner comme un objet d'électronique grand public. Et l'amorce de la commercialisation de cette machine sur le territoire américain, c'est on va éviter les magasins de jouets. Vraiment, ils vont plutôt distribuer dans les grands magasins, des choses comme ça, comme une sorte de plateforme. Vous avez votre magnétoscope, Betamax par exemple, voilà, et vous allez avoir votre Nintendo Entertainment System, votre système de divertissement Nintendo. Évidemment, le bouche à oreille très rapidement, et le succès de la machine auprès des enfants et des adolescents va ramener cette machine-là dans les magasins de jouets. Hein, très rapidement, Toys R Us aux États-Unis va demander des volumes à Nintendo of America, mais il est assez certain que Nintendo of America va avoir un effet sur l'appréhension qu'on a même encore aujourd'hui du jeu vidéo. Si vous êtes joueuse ou joueur de jeux vidéo et que vous vous entendez dire par vos parents, vos oncles, vos tantes, je ne sais quelle personne, tu joues encore à tes trucs de gamin, et que vous êtes stigmatisé de cette manière-là, et vous le devez à Nintendo of America, parce que la politique de Nintendo of America et la domination de Nintendo sur le marché de la console domestique à la fin des années 80 est telle qu'il a largement ancré cette idée que le jeu vidéo est une pratique infantile, infantile au sens qui s'adresse aux enfants. Alors, il se trouve que, évidemment, le succès aux États-Unis, en Europe, de cette machine-là, lève un vent de panique morale sur le fait que les gamins jouent à la Nintendo, n'ont que Nintendo en tête, etc. 1991, vous avez une enquête qui est menée aux États-Unis, qui est une enquête de notoriété. Et cette enquête de notoriété montre que Super Mario Bros, qui vient d'être intégré dans cette enquête de notoriété, est davantage connu des enfants américains que Mickey Mouse. Donc vous imaginez le séisme que c'est, le symbole même de l'entertainment à l'américaine, moins reconnu par le gamin américain que ce petit personnage développé par une entreprise japonaise. Là aussi au Japon, aux États-Unis, on est aussi dans un moment où le rapport avec le Japon est assez compliqué et ambigu. Les États-Unis ont dominé le Japon après-guerre, ont occupé le Japon après-guerre, et sauf que le Japon s'est transformé en puissance financière depuis la fin des années 60, et que dans les années 80, des entreprises japonaises rachètent des immeubles à Manhattan, rachètent des entreprises américaines. Donc de fait, il y a une sorte de xénophobie là aussi anti-japonaise très forte, qui fait qu'on va retrouver dans la presse américaine des expressions comme Nintendo Kids, les gamins de Nintendo, les Super Mario Maniacs, les maniaques de Super Mario, pour désigner cet engouement de la jeunesse américaine pour les jeux vidéo. Alors c'est ce chercheur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Henry Jenkins, que vous connaissez peut-être pour
avoir largement travaillé sur une notion qui est celle de transmédia dans les années 2000. Jenkins est un chercheur qui vient de ce qu'on appelle les Media Studies et qui va écrire 2 articles dont je vous ai mis les références ici, qui vont vous permettre un peu de voir la manière dont il aborde cette question du succès de Nintendo au début des années 90. C'est publié en 95, son dialogue avec une chercheuse qui s'appelle Mary Fuller, mais les réflexions remontent à 93, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et Jenkins essaye de, plutôt que d'être dans un discours de stigmatisation des pratiques de jeux vidéo et des jeux vidéo Nintendo, d'essayer de comprendre pourquoi la jeunesse américaine se retrouve et s'investit dans ces jeux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord observer la différence entre sa propre jeunesse à lui et la jeunesse de son fils, Henry Jr. Henry Jenkins nous dit, moi j'ai grandi dans les États-Unis des années 50 et j'avais accès à un espace très large autour de chez moi dans ma socialisation de garçon. Mon fils, dans les années 80-90, son espace s'est réduit à un salon, une chambre, l'intérieur d'un appartement dans lequel vit Jenkins et sa femme à l'époque. C'est donc une réflexion sur la jeunesse occidentale, les lieux du jeu et l'évolution des environnements urbains dont Jenkins nous dit qu'ils sont de moins en moins accessibles aux enfants et précisément aux garçons, et en marquant une différence qu'il emprunte à la sociologie de l'enfance en disant on sait que les pratiques ludiques des filles sont tournées vers l'intérieur domestique. Les filles jouent à la dinette, par exemple, les filles jouent à la maman, alors que les pratiques ludiques des garçons sont tournées vers l'extérieur. Les garçons, on les invite toujours à aller construire une cabane dans les bois, à explorer leur environnement extérieur. Le problème des garçons américains au début des années 80, à la fin des années 80, début des années 90, c'est que on est toujours dans cette idée, tu deviendras un garçon en allant vers l'extérieur. La bonne image, peut-être, c'est le film de Terrence Malick, Tree of Life. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous avez des assez belles séquences de groupes de garçons qui jouent à l'extérieur, ou, je ne sais pas, on imagine Stand By Me, le film adapté de Stephen King, sur un groupe de garçons comme ça qui part à 10 bornes de chez eux, essayer d'aller trouver un cadavre dans la forêt. C'est un récit de Stephen King. Comment les garçons américains vont résoudre ce problème et cette situation dans laquelle on les met? Socialise-toi en tant que garçon en allant vers l'extérieur, mais dans les années 90, non, on te garde dans l'intérieur domestique. Ça a été assez bien montré, et donc on recoupe ça avec à la fois la sociologie de l'enfance et de l'adolescence. Et je reprends ici la carte qu'un médecin britannique avait constituée en analysant l'aire de déplacement de 4 générations d'une même famille dans la banlieue de Sheffield, au nord de l'Angleterre, où on voyait un resserrement tout à fait drastique de la zone de déplacement. La grande zone qui occupe la majeure partie de la carte, c'est la zone de déplacement seul d'un enfant de 8 ans. Le grand-père George, en 1919, il peut se déplacer sur toute cette zone seule, précisément puisque vous avez un petit étang dans lequel il va pêcher tout en bas à droite de la carte. Je dois le cacher avec ma tête. Le fils, le grand-père, donc l'arrière-grand-père, c'est cette grande zone. Le fils de l'arrière-grand-père, donc le grand-père, c'est cette zone où il peut se déplacer encore à 1,5-2 km de chez lui, seul à l'âge de 8 ans. La fille, en plus c'est une fille, donc il y a un effet un peu de genre qui s'impose à elle, elle peut aller jusqu'à la piscine qui est à 800 mètres de chez elle, seule. Et le petit-fils, dans les années 2000, en 2007, sa zone de déplacement se limite à moins de 300 mètres de la maison. Donc on voit qu'en 4 générations, cette zone où on permet à un enfant de 8 ans de se déplacer seul, c'est réduit un peu comme peau de chagrin, d'une certaine façon. Et c'est bien l'observation que fait Jenkins. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette contradiction entre les moyens de la socialisation, ce qu'il appelle la boy culture, qui remonte au 19e siècle, et cet espace domestique? Eh bien, il dit le jeu vidéo répond à ça. Le jeu vidéo, il ramène en fait la boy culture au sein de l'espace domestique. Voilà ce que dit Jenkins. Nintendo répond aux enfants et à leurs besoins propres de maîtriser leur espace social en les transformant en colons virtuels animés par un désir de contrôler l'espace numérique. Et en 2006, dans un texte dont je vous ai donné la référence et vous le trouverez assez facilement,
Les jeux vidéo n'ont pas fait disparaître les espaces de jeu du backyard, hein, c'est-à-dire l'arrière des maisons, mais plutôt ils offrent aux enfants une manière de répondre au confinement domestique. Le confinement, c'est devenu un terme qu'on utilise régulièrement depuis 2 ans, mais évidemment qui existe déjà pour les jeunes enfants, hein, très tôt, qui sont maintenus dans les intérieurs domestiques. Un jeu comme Super Mario Bros, hein, si on l'analyse du point de vue de Jenkins, c'est précisément un jeu qui met en œuvre des logiques d'exploration, de colonisation, d'exploitation de l'espace. Super Mario est un colon virtuel, hein, selon Jenkins. Il arrive dans un environnement, il va le traverser de la gauche vers la droite. Il va sauter sur des blocs et s'emparer des richesses qui sont dans ces blocs, des pièces précisément, des champignons, des fleurs, des étoiles, etc. Il va traverser cet espace et le jeu de 85, pour celles et ceux qui ont joué, vous savez que vous ne pouvez pas retourner en arrière, hein, ça bloque l'espace d'une certaine façon, ça valide l'espace qui a été traversé. Et puis c'est ce que je vous ai mis à droite de ma slide. Quand il arrive au bout du niveau, il se passe une petite animation qui est assez révélatrice, hein, de ce rapport à l'espace. Il pose sa marque sur le territoire puisqu'il saute sur un mât, descend les couleurs qui sont dressées sur ce mât-là, avance de quelques pixels, rentre dans un petit château et monte son propre drapeau, qui est un drapeau avec une étoile rouge, sur le sommet du château. Si vous allez parcourir les propositions de Jenkins, il met ça peut-être en lien avec le Japon de la fin des années 80 et du début des années 90, qui a été une puissance coloniale. Le Japon a occupé la Mandchourie, a occupé une partie de la Chine ou de la Corée, s'est retrouvé sous occupation américaine pendant quelques années après-guerre, et puis de fait devient une puissance financière qui exprime peut-être comme une forme de refouler ses visées colonisatrices dans les jeux qu'elle propose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les jeux Nintendo, nous dit Jenkins, sont des jeux qui sont très largement des jeux d'exploration de l'espace. Super Mario Bros, on pourrait penser à Zelda, The Legend of Zelda, on pourrait penser à Metroid ou à d'autres jeux. Et de fait, toute une série d'aspects de la boy culture du 19e siècle, cette manière dont on a socialisé les jeunes garçons depuis un siècle et demi, se retrouve dans les jeux vidéo. Dans la boy culture, on essaye de maintenir l'indépendance vis-à-vis des parents, précisément aller jouer en dehors de la maison, en se coupant du regard des parents. Eh bien, les jeux vidéo, c'est un peu la même chose. Alors, c'est parfois sur l'écran de la télévision qui trône au milieu du salon, mais sur des images qui sont assez peu comprises par les parents qui tournent autour. Et puis, aux États-Unis, au début des années 90, c'est l'écran de la télévision qui est dans la chambre des gamins. Donc, les gamins ont leur propre écran et leur propre espace. Et quand un fabricant américain crée un écran individuel sur une console portable, comment appelle-t-il cette console ? La Game Boy. Donc qui renvoie à cette idée de maintenir l'indépendance. L'écran de la Game Boy en plus, qui est vraiment... Alors, si vous voulez regarder ce qui se passe sur un écran de Game Boy, mais que vous n'êtes pas bien en face, vous n'y voyez rien, absolument rien, ce qui renvoie à ces questions-là. On essaye de trouver la reconnaissance de ces pairs dans la boy culture. Il y a des structures hiérarchiques, il y a des chefs de bande, etc. On essaye de trouver la reconnaissance des pairs par la maîtrise et le self-control. On fait des choses risquées dans la boy culture. On met la main au-dessus d'une flamme et on essaye de tenir le plus longtemps. On montre qu'on est capable de manger une sauterelle, et qu'on éprouve ses capacités. Et Jenkins nous dit que c'est la même chose dans les jeux vidéo. Les gamins qui vont être très bons à FIFA, qui vont être très bons à League of Legends, qui vont être très bons à Fortnite, ils vont aussi pouvoir se situer dans des hiérarchies de groupes de pères et de groupes de garçons par rapport à leur maîtrise du jeu. Pour nos générations à nous, ça va être plutôt les bons joueurs de Mario Kart ou les bons joueurs de Tetris, etc. Il y a de la violence dans la boy culture. Dans la boy culture, on l'a dit, il y a très souvent des boucs émissaires, il y a très souvent des bagarres. C'est la guerre des boutons de Louis Pergaud. On est entre bandes de garçons et on se tape dessus pour des raisons un peu futiles. Jenkins nous dit on devrait se réjouir. On dit qu'il y a de la violence dans les jeux vidéo. Oui, il y a des représentations violentes dans les jeux vidéo, précisément parce que ces jeux vidéo, ils ramènent ce contenu de la boy culture sur les supports numériques. Mais n'allez pas attaquer les jeux vidéo, nous dit Jenkins. Interrogez plutôt les conditions de socialisation des garçons et aller un peu aux sources du problème plutôt que
d'attaquer ou de critiquer les jeux vidéo. Il y a du jeu de rôle dans le jeu vidéo, et la boy culture, on sait qu'elle précède des formes de socialisation qui sont importantes. Jenkins, dès les années 90, nous dit il faut en arrêter avec l'image du joueur seul face à son écran. En fait, les joueurs socialisent très largement autour de leur pratique des jeux vidéo, et aujourd'hui, c'est extrêmement visible avec la possibilité d'être connecté en ligne, de communiquer en ligne, etc. Sur le déplacement de la violence symbolique vers un plan, de la violence physique vers un plan symbolique, c'est une violence indirecte, mais ça renvoie quand même, là aussi, à un humour potache, le goût pour la scatologie. Je vous ai mis Blanca qui vomit sous les coups d'Alcime dans Street Fighter 2, et évidemment une très large dose de sexisme qui appartient à la boy culture et qu'on va retrouver dans le jeu vidéo. Ce qui veut dire d'une certaine façon qu'il y a des correspondances entre des pratiques de jeu. J'ai repris un vieux mème récupéré il y a quelques années sur les réseaux sociaux débutants, mais voilà, qui montre que d'une certaine façon, entre pratiques ludiques traditionnelles, classiques, anciennes et jeux vidéo, on retrouve des thématiques, la guerre, l'affrontement, on retrouve des styles de jeu également. Les jeux de rôle, de mimicry, dirait Roger Caillois, et de fait, ça établit des invariants. Évidemment, ici, c'est présenté, c'est pas très scientifique, mais enfin, en tout cas, ça donne un petit peu l'idée du jeu vidéo, non pas moins en rupture d'une certaine façon qu'en continuité, et probablement des discussions à avoir pour relativiser les dangers du jeu vidéo. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire mon dernier point? Je vous le dis, je vais le faire assez rapidement, et puis on va basculer ensuite sur la discussion sur les modalités. Je vais essayer de faire ça en 10 minutes très rapidement. Non, le dernier point, c'était de vous parler à la fois de théorie un peu des jeux vidéo, puisqu'il y a un champ qu'on appelle les Game Studies, qui s'est développé à la fin des années 90, via des chercheurs européens, des chercheurs scandinaves, qui ont été très présents dans les années 97 jusqu'à début des années 2000, et des chercheurs également américains. Et ici, je vais évoquer les travaux de deux chercheurs, Cathy Salen et Eric Zimmerman, que je vous ai mis en haut à droite de ma slide. Ils nous disent qu'un jeu vidéo, finalement, est au confluent de trois types de cadrage. Au cœur de ces trois cadrages, un cadrage qu'ils appellent un système formel de règles. C'est la dimension à la fois de programme, software, qui fonctionne sur un matériel, hardware, mais c'est aussi un système formel qui prend en compte les échanges du programme avec le joueur. Il y a un deuxième système autour de ce premier système formel de règles, qui est un système expérientiel de jeu, ce qui renvoie d'une certaine façon au play. Le game est un peu au cœur, le play entoure le game. Ce que le jeu produit comme expérience, comme plaisir, comme sensation, comme émotion, entre jeu et joueur, et ce qu'on appelle souvent la boucle de gameplay qui se forme entre le jeu et le joueur, ce que cela produit chez le joueur. Et puis, il y a un troisième système qui, lui, est beaucoup plus large, qu'ils appellent un système contextuel embarqué dans des systèmes culturels plus larges. C'est le cadrage le plus large des trois. Il entoure le jeu et il renvoie à des références on va dire culturelles, des références génériques. Par exemple, moi, mes rapports au cinéma, jeux vidéo peuvent tout à fait se situer dans ce troisième cadrage. Des conventions, parfois le rôle de la presse ou le rôle des médiateurs ou des communautés de joueurs sur la perception du jeu. Alors, pour l'illustrer, je prendrai le cas d'un jeu que vous connaissez peut-être, et vous avez peut-être reconnu en bas à droite un game designer qui s'appelle Genova Chen. Il est le game designer principal d'un jeu qui s'appelle Journey, qui est une exclusivité Sony, que très souvent dans les médiathèques on aime assez bien. C'est le jeu que vous avez en haut à droite. Il est assez beau, contemplatif, enfin il correspond à une culture un peu légitime d'une certaine façon. On le préfère à FIFA ou à League of Legends, en général dans les pratiques. Et lors de phases de test de Journée, dans une préversion du jeu, il se rend compte que les joueurs ont tendance à se bousculer et à se pousser en dehors des limites du jeu pour se faire tomber dans le vide. Son système formel de règles a en effet mis en place un système de collision entre avatars
Le système expérientiel montre que les joueurs appliquent cette logique de collision dans des rapports qui vont être des rapports d'opposition, de confrontation, des rapports agonistiques. Et leur comportement renvoie à un système culturel plus large qui fait de l'adversité, de l'opposition, de l'agone, un cadre s'imposant dans les pratiques de jeu, la boy culture que je viens d'évoquer juste avant. Le souhait de Jenova Chen en tant que game designer, c'est d'évacuer ce genre de comportement de son jeu. Et donc, voilà ce qu'il dit dans une interview, dans Journée. La notion de compétition disparaît. Il s'agit de ressentir la présence des autres, d'établir une connexion avec eux. Il va donc retravailler son système de règles formelles, premier niveau, en éliminant la question des collisions entre avatars. Mais au contraire, il va intégrer un système où la proximité des avatars, vous savez, si vous avez joué à Journée, fait que les avatars se chargent mutuellement d'une forme d'énergie. Mettant ça en place, il modifie le système expérientiel de jeu où les joueurs vont plus aller se pousser les uns les autres, mais au contraire vont essayer de se frôler, de flirter un peu les uns avec les autres pour se remplir d'énergie. Et de fait, ça les renvoie à un système contextuel embarqué plus large, où ce n'est plus des logiques agonistiques qui s'imposent, mais c'est des logiques qui sont davantage collaboratives, et ça relève un peu de l'idée de la politique qui est mise en œuvre par Jenova Chen dans son logiciel. Je m'arrête ici pour l'échantillon de conférence. Là, j'espère que ça vous a appris des choses sur le jeu vidéo, et je fais un petit tour très rapide sur des formes de médiation, parce que peut-être que ça vous donnera des idées, ou ça permettra d'amorcer un peu le question-réponse. Je vais essayer vraiment de faire ça en 10 minutes, Xavier, comme ça nous laisse jusqu'à la demi, jusqu'à 30, pour pouvoir discuter. Bon, je vous l'ai dit, je viens vous voir aujourd'hui. Juste avant la pandémie, j'étais au Luxi pour l'association des cinémas de recherche d'Île-de-France, donc je connais bien Ivry-sur-Seine. Et depuis, alors on va vraiment dire depuis 2010 de manière très forte, mais même un petit peu avant, j'interviens très largement en lieu de médiation, en médiathèque, en bibliothèque très souvent. En salle de cinéma d'arrêt d'essai très souvent également, pour parler de jeux vidéo. Donc je voulais revenir sur quelques formes d'intervention sur le jeu vidéo dans les lieux de médiation. Évidemment, il y a un effet qui est très fort, mais ça vous en êtes conscient, c'est que si je dis qu'à partir de 2010 on m'a beaucoup sollicité, c'est qu'à partir de 2010 vous avez le bouquin qui est à droite qui est sorti. Voilà. Donc de fait, pour des médiateurs comme vous, des responsables de médiathèque, très souvent, le fait d'être auteur nous légitime dans la capacité de venir s'adresser à un public. Alors c'est vrai que faire un bouquin, ça montre qu'on a fait un travail. Vous, ça vous permet de lire un bouquin, ça vous permet de pouvoir le présenter à votre public. Et de fait, ça justifie largement plus la rencontre. Donc, moi, j'ai fait des bouquins ici que je vous ai mis sur les relations cinéma-jeux vidéo. Et il se trouve que c'était un sujet assez payant parce que je dis il y a 15 ans, pour une génération de médiathécaires, de bibliothécaires qui n'étaient pas très familiers du jeu vidéo, la question de la relation cinéma et jeu vidéo, d'un coup, ça pouvait plus se justifier dans une bibliothèque où il n'y avait pas encore de jeux vidéo, mais où il y avait des DVD au prêt, à la consultation, etc. Et donc, j'étais un bon client, d'une certaine façon, comme on dit pour les médias, du type qui va pouvoir essayer un peu de faire rentrer le jeu vidéo, mais en s'appuyant sur quelque chose déjà très largement ancré dans les pratiques de médiathèque. Bon. Depuis 15 ans, la question de la présence du jeu vidéo, ici dans la salle, qui a du jeu vidéo dans ces institutions, en prêt ou voilà, donc vous êtes à minima la moitié, et probablement que ceux qui n'ont pas levé la main ont des projets qui courent autour de ça. Bon, ça fait d'aller parler en médiathèque avec un problème, très souvent, c'est celui de penser que le jeu vidéo va faire venir du monde. Et, deuxième problème, le jeu vidéo va faire venir les jeunes. Bon. Là, la pratique, maintenant, elle vous a fait comprendre que le jeu vidéo, ça ne fait pas venir du monde et ça ne fait pas venir les jeunes. Vous avez un rôle. Alors, d'ailleurs, pour les gens, je sais plus, non, pas avec Xavier, parce qu'on n'est pas en formation professionnelle, mais moi, les bibliothécaires qui m'appellent, Monsieur Blanchet, machin, est-ce que vous viendriez, etc., je leur mets une pression en disant, moi, vous m'assurez qu'il y a 15 personnes. Voilà.
Pourquoi? Parce que des fois, il y a cette idée, bon, on a un peu de budget à faire, c'est de l'argent public. Hein, donc voilà, écoutez, moi, oui, en général, j'interviens pour 350 €, 2 heures, etc. Mais je dis, le problème, c'est que si vous mettez la petite affiche A4 en bas de la porte d'entrée de la médiathèque, il n'y aura personne. Ou il y aura un copain qui m'aura vu sur Twitter dire je vais à Villiers-le-Bel tel jour, parler de ça, et qui fera le déplacement parce qu'il voudra boire un coup avec moi après. Et peut-être un étudiant sympa. Voilà. Donc, le jeu vidéo, de toute façon, ça appelle à faire, vous, votre travail, d'aller chercher du côté de vos réseaux, du côté des associations, pensez à ça, il y a des associations de collectionneurs, des associations, etc., pour pouvoir essayer d'avoir un public, parce que ça m'est arrivé de me pointer un samedi matin en médiathèque et d'avoir quelqu'un qui m'accueille en disant écoutez, c'est les collègues qui sont descendus parce qu'on n'a personne, quoi. Et pensant que le jeu vidéo, ça ferait venir du monde. Alors je pense que depuis 10 ans, on s'en est rendu compte. Moi, j'ai mis un peu la pression sur les gens qui me demandent. Je dis vous me payez avec de l'argent public, on est dans... Voilà, donc il faut que... Sinon, moi, je ne viens pas, me payez pas, mais achetez des jeux vidéo, des bouquins, enfin faites quelque chose qui sera utile. Deuxième chose, ça donne des publics qui sont un peu difficiles à gérer pour le conférencier. Précisément, en général, on se retrouve avec papy, mamie et le petit enfant, parce que papy, mamie, ils ont une sensibilité à la sortie culturelle, etc. Et ils se sont dit qu'avec Momo, ça va être bien, ça va lui plaire, ça va parler de jeux vidéo. Donc, de fait, moi, j'arrive devant un public où à qui je m'adresse? Comment je ne perds pas l'un et comment je ne perds pas l'autre? Donc là, de fait, ça vous appelle peut-être, vous, à essayer de penser des publics particuliers par rapport aux jeux vidéo. Si vous faites une conférence sur l'histoire des jeux vidéo, par exemple, trentenaire, quadra, quinca, et puis peut-être quelques grands-parents qui sont intéressés par ça. Moi, je fais des interventions dans les classes de mes gamins, donc ça, les profs de l'école de mes enfants, ils adorent ça. Qu'est-ce que je fais? Et ça, je peux vous trouver vraiment du monde pour faire ça sans difficulté, parce qu'on a un parcours didactique de l'image dans mon département de cinéma. J'imprime une petite feuille, c'est des enfants de CE2, là je vais le faire en CM1 probablement cette année. Ils ont une feuille à remplir, il y a 4 questions. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, non. Si tu joues, à quoi joues-tu? Si tu joues pas, pourquoi tu joues pas? Qu'est-ce que tu as envie de me poser comme question? Voilà, hop, ça passe. Moi je reprends ça, je prends une matinée pour faire la synthèse des 25-30 questions qui m'ont été données, et je vais pouvoir m'adresser, alors avec un succès mais dingue, c'est-à-dire que quand j'ai ma slide qui arrive avec tous les jeux qui m'ont été donnés par les gamins, Mario Kart, Roblox, League of Legends, etc., mais c'est la folie dans la salle. Ah ouais, machin. Et d'un coup, ça ouvre le dialogue. Ça ouvre le dialogue avec l'enseignante, ça ouvre le dialogue avec les enfants. Les enseignants comprennent mieux un peu quelles sont les pratiques vidéoludiques de leurs élèves, etc., etc. Mais donc, on a vraiment des choses à penser là-dessus, parce que la conférence où j'arrive, je pose mes fesses et je fais mon truc, ça va... Enfin, moi, je sais que j'ai souvent fait le jeu un peu d'équilibriste comme ça. Comment j'attrape le gamin de 8 ans pour lui dire, voilà, mais demande à papy s'il jouait à ça dans les bars en 1973. Et en même temps, comment je parle sur des questions un peu socio-économiques à des personnes adultes, etc. C'est des vrais problèmes de public. Alors, je vous disais par rapport au bouquin que peut-être vous aussi, vous avez un rôle un peu de tête chercheuse. C'est pour ça que je vous ai indiqué Sciences du jeu. Sciences du jeu peut-être. Est-ce que certains connaissent Sciences du jeu dans la salle? Non, il faut qu'on communique mieux. C'est si, quand même. Ouais. La revue des chercheurs francophones et français sur le jeu vidéo. Donc c'est une revue qui est sur Open Edition, vous faites Sciences du jeu, vous le trouvez très facilement. Ça a été monté par le laboratoire de sciences du jeu de Villetaneuse, donc en région parisienne, Sorbonne Paris-Nord, parce que maintenant toutes les facs s'appellent Sorbonne. Vous avez là, ce qui est formidable pour vous, c'est que vous avez des doctorantes et des doctorants qui font leur premier papier dans Sciences du jeu. Donc ça vous donne vraiment, je vous donne ce contact-là, parce que vous avez un lieu d'observation des sujets un petit peu émergents. Si on parle de, je ne sais pas, de journée ou de... enfin, c'est un peu le trio des médiathèques, ICO, Journée et de Last Guardian. Voilà. Ça vous fait même marrer aujourd'hui, mais bon, c'est l'idée, bon, on va faire du beau jeu vidéo, qui soit bon. Évidemment, vos jeunes usagers, aujourd'hui, ils jouent à Roblox. Qui connaît Roblox dans la salle? Ah, quand même. Top. Parce que vous avez des enfants. Voilà. Ou Amour sucré, il y en a qui connaissent Amour sucré? Ah, si, quand même, 2. Bon.
Eh ben, oui, alors, sur Sciences du jeu, vous aurez Laetitia Andlauer, sociologue, qui est spécialiste des communautés d'amour sucré. Faites une médiation sur amour sucré, à mon avis, ça devrait plutôt bien marcher. Donc, voilà, votre rôle aussi par rapport aux jeux vidéo, à ces pratiques du numérique, bah, c'est d'aller dans ces lieux-là où vous avez des gens, alors qui sont pas, qui sont publiants dans le domaine scientifique, hein, à qui vous allez permettre de faire des premières médiations. Donc c'est bien, parce qu'en plus c'est des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, ils font des conférences, des colloques, hein, donc ils savent parler à un public, il n'y a pas de souci. Et ça va leur permettre en plus voilà, d'avoir une expérience en médiathèque pour parler. Donc allez voir du côté de Sciences du jeu, c'est vraiment un endroit pour faire les choses. Bon, oh là là, je vais dépasser, c'est terrible. Je vous ai dit, il y a un moment, on s'est un peu lassé des médiations qui étaient la conférence. Voilà. C'est vrai que, alors on s'est même lassé précisément avec le garçon qui est à gauche, qui est Mathieu Triclot, l'auteur de Philosophie des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au bout de 4 médiations ensemble, puisque nos bouquins sont sortis en même temps en 2010, donc pendant 3 ans, on est très, très bons copains, hein, donc on était très contents. Mais au bout de 4 médiations, on s'est dit, écoute, la prochaine fois, toi Mathieu, tu dis que tu es Alexis Blanchet, et moi je vais dire que je suis Mathieu Triclot, puis on va voir si on sait inverser les rôles, on va se mettre du... Bon, on l'a pas fait parce que c'était pas très honnête de le faire, mais l'idée nous a traversé l'esprit pour dire que, à un moment, on savait ce que l'autre allait dire et qu'on n'avait peut-être plus le même plaisir d'aller dire les choses. Donc on a un peu réfléchi à des modalités, dont une qu'on a appelée la bingo conférence. Donc vous mettez bingo conférence sur YouTube, et vous verrez, le Forum des images a une captation de cette modalité-là. Il se trouve que le Forum des images avait une programmation autour du jeu. Ils ont demandé à Mathieu de faire quelque chose sur jeux vidéo et cinéma. Mathieu m'a appelé en me disant, bon, bah, si je fais jeux vidéo et cinéma, tu dois en être parce que c'est ridicule de ne pas le faire ensemble. Mais tout de suite, on dit, bon, mais on va refaire notre numéro de duettiste. Bon, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir un peu les choses. Donc notre idée, ça a été d'avoir un 3e intervenant. On a pensé à pas mal de monde, et puis on s'est dit, mais Karim Debache, il est bien, lui, là, il vient de sortir Crost sur jv.com. Il dit des trucs vachement intéressants, c'est un super médiateur, c'est de l'éducation populaire, hein, d'une certaine façon, autour du cinéma, etc. On lui a couru après, parce que Karim, il est introuvable. Alors, ne me demandez pas de le contacter. Vraiment, il n'est jamais sur Internet et c'est impossible de... Donc, il faut trouver un endroit où il est là, le choper et lui dire viens dans ma médiathèque ou viens dans mon lieu. Bon. Mais je ne pourrais pas intercéder auprès de Karim. Voilà. En revanche, on a réussi en 2014 on est allé au Stunfest, hein, qui est vraiment un festival auquel il faut que vous alliez à Rennes, absolument. Le Stunfest de 2014. Je l'ai croisé, mais alors vraiment presque par hasard, avant d'aller prendre mon train. Je me suis présenté, il avait lu des Pixels Hollywood, donc il dit oui, si, je vois bien Tiquetet, etc. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'en juillet, ça te dirait de faire une conférence avec nous? Il accepte, et on en rediscute avec Mathieu quelques jours avant. Et Mathieu, on va avoir une idée qui va vraiment se construire ensemble. Mathieu dit, écoute, il faudrait un truc où, je ne sais pas, on sort des éléments, des extraits au hasard, et puis on les discute comme ça, un petit peu en impro, tout simplement pour produire un petit peu de l'incertitude, quelque chose où peut-être 2 extraits se collent l'un à l'autre, et puis ça crée des idées un peu nouvelles. Et moi, je venais de revenir du Canada, où je bosse beaucoup avec les collègues de l'Université de Montréal, et ce que j'adore au Canada, c'est les salles de bingo, grands dômes comme ça, où il y a des Canadiens, des Québécois qui jouent au bingo. Et je lui ai dit, mais en fait, on va faire un bingo. Donc on appelle Zeynep Jouvenot, la programmatrice du forum, on lui dit, on fait un bingo. Donc moi, j'arrivais avec 50 items autour cinéma, jeux vidéo, des images, des sons, des extraits vidéo, etc. Zeynep nous produisait des cartes de bingo. On avait une boule de tirage pour tirer des numéros qui renvoyaient aux extraits numérotés. On sortait l'extrait, on le discutait ensemble, les gens le mettaient sur leurs cartes, et on était venu avec des lots. Mathieu était venu avec Farm Simulator sous blister 2017. Voilà. Moi, j'étais venu avec des vieux DVD. Karim avait emmené un des DVD qu'il avait utilisé pour un épisode de Crost. Bon. Et je peux vous dire qu'on a été dépassé par le succès du truc. C'est-à-dire que Zeynep avait malheureusement pas suffisamment de cartes par rapport au nombre de gens présents, et les gens étaient furieux. Quand les gens jouent, quoi. Donc, ouais, machin et tout. Donc, évidemment, il y a des collègues du forum qui étaient descendus. Ah ouais, Zeynep, donne-nous des cartes, etc. Elle est venue leur reprendre les cartes. Non, vous le donnez au public qui est là.
Parce qu'évidemment, quand Karim met sur Facebook « Ah ouais, je serai mercredi au Forum des images », il y a 50 personnes qui ne rentrent pas dans la salle 300 du forum. Hein. Donc ça a un effet d'aspiration très fort. Les gens ont joué, les gens disaient « j'ai », les gens disaient « bingo » quand ils avaient les 4 numéros, etc. Et on a utilisé un générateur de cartes de bingo qu'on trouve sur Google sans difficulté. Ça a tellement bien marché que d'une part, le forum nous a demandé de refaire ça avec un autre vidéaste qui s'appelle Méa, que vous connaissez peut-être, Damien Duvaux, ancien étudiant de Paris 10 Nanterre, moi où j'ai longtemps enseigné. Et puis, la formule a été reprise et donc elle est copyleft. Et de fait, je vous la présente sur cinéma et jeux vidéo, mais vous voulez le faire sur l'astronomie, vous le faites sur l'astronomie. Vous voulez le faire sur les règles douloureuses, vous le faites sur les règles douloureuses. Vous voulez le faire sur n'importe quel sujet, vous le faites sur n'importe quel sujet. Il suffit juste d'avoir des items, une boule de tirage, des lots. Et suffisamment de cartes par rapport à votre public. On a fait ça, ça a créé des surprises, ça a introduit de l'aléa, pour reprendre une catégorie de Kaiwa du jeu, du hasard, et ça a créé des rapports de sens, parce que le hasard fait qu'un extrait suivait un autre, et que d'un coup, dans notre discussion, ce rapport qu'on n'avait pas fait, on le faisait, puisque le hasard nous mettait en contact les deux choses. Et par ailleurs, dans une médiation avec un vidéaste qui est pas... Voilà, il a un philosophe des techniques d'un côté, il a un chercheur en information de la communication de l'autre, ça nous permettait en fait de partir un peu sur la même ligne de départ. On s'est foiré, hein. Regardez la vidéo. Hein. Moi, de temps en temps... je commence à dire un truc, puis je dis non, mais je sais pas du tout où je vais, donc je m'arrête là. Mathieu commence un truc aussi. Non, là, j'ai vraiment aucune idée. Bon, c'est pas grave. Extrait suivant. Et les gens sont ravis. Ça leur permet d'avancer sur leur grille de bingo. Bingo conférence. Des collègues à Cergy l'ont fait, des collègues en bibliothèque l'ont fait. Alors moi, il y a un moment, c'est la même chose. Hein. Ah, Monsieur Blanchet, vous venez faire la bingo chez nous. Bon. Donc je l'ai fait une fois à Nanterre. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait à Nanterre et je l'ai fait là. À Nanterre, c'était très sympa dans la bibliothèque de Nanterre. Ils avaient mis des tables au fond. C'était thé-jeu, enfin comme un thé dansant, mais un thé jouant, je ne sais pas comment dire. Et donc c'était très bien. On avait un peu de monde. Évidemment, on l'avait fait à Nanterre avec Pipo Mantis de Canard PC, qui était à l'époque à Canard PC, qui est à Gamecult maintenant, et avec Erwan Cario, que vous connaissez pour Silence on joue. Donc c'était un peu autour des jeux vidéo, et on avait ouvert un peu sur des questions journalistiques, puisque c'est deux journalistes de jeux vidéo. Et le public se levait, allait se servir du thé, des petits gâteaux. Enfin, il y avait un truc très mamie, mais très sympa, avec un problème qu'on a eu en revanche, c'est que c'est essentiellement des gens qui venaient de Paris qui sont venus à Nanterre, et on a eu très peu de gens de Nanterre qui sont venus. Donc là aussi, il y a eu un effet. Pipo, on a parlé sur Twitter, j'en ai parlé sur Twitter, Erwan aussi. Et en fait, c'est les gens qui suivaient qui sont venus jusqu'à Nanterre. Donc la salle était pleine, hein, il n'y avait pas de souci. Moi, j'avais un groupe d'étudiants très sympa qui est venu. Mais ensuite, en termes de médiation, ils étaient où les Nanterrois, quoi. Alors on en avait un qui était un étudiant de la fac de Nanterre, mais qui venait pas du tout par la com de la bibliothèque de Nanterre, qui venait par le fait qu'il avait vu ça sur Twitter. Deuxième format, le Cri Twitch. Donc en 2017, je crois, j'en parle toujours avec Mathieu, hein, c'est un peu mon partner in crime sur ce genre de truc. On se retrouve au Stunfest à Rennes et on discute avec une programmatrice qui s'appelle Marine d'un festival qui s'appelle Travelling, un festival de cinéma autour des villes. Hein. Chaque année, Travelling, c'est une ville et des films qui sont liés à cette ville. Et Travelling, elle est en charge d'une partie de la programmation du festival qui est numérique. Et on discute et j'explique à Mathieu qu'un soir à 1h du matin, mon doigt a ripé sur la touche share de la PS4, qu'on m'a dit est-ce que vous avez un compte Twitch, j'ai rentré les codes habituels, il ne faut pas faire ça, mais que j'ai pour mes comptes en ligne. Et puis d'un coup j'ai vu vous êtes en train de diffuser. Donc je suis passé sur mon Twitter, je dis écoutez, a priori je diffuse un truc là, à 1h du matin. Et d'un coup je me suis retrouvé avec 10 personnes à 1h du matin en train de suivre une partie de Trial Fusion, le jeu d'Ubisoft de Bécane. Et je me suis dit, mais la puissance du truc, je suis chez moi, je suis en train de diffuser, on était en 2017, donc je fais ça, et puis je crois que 15 jours plus tard, je croise un étudiant qui me court après dans les couloirs de Censier. Monsieur Blanchet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous twitchez plus? Non, mais je twitche pas. Enfin, j'ai fait ça l'autre jour pour voir le truc. Mais ah non, mais c'était vachement bien de vous voir et tout ça. Bon, très bien.
Ça m'a sauvé pendant le confinement. Moi, j'ai fait mes cours sur Twitch pendant l'année dernière, parce que c'était la seule plateforme qui était disponible pour faire les choses à peu près correctement. Bon, je passe. J'en parle à Mathieu. Je lui dis, voilà ce qui m'est pas là. Et je lui dis, mais pourquoi on ne s'empare pas de ça? Pourquoi il n'y a pas de chercheurs? On était il y a 5 ans. Pourquoi il n'y a pas de chercheurs sur Twitch? Et Marine écoute ça, elle dit, venez le faire. On était en 2016, donc venez le faire en 2017 à Travelling. Donc on l'a fait. Et le cri Twitch, c'est très simple. 2 chercheurs vont jouer aux jeux vidéo sur Twitch avec des gens en présentiel et des gens à distance. Et ils vont commenter une partie de jeux vidéo. On l'a fait donc autour de la thématique cinéma-jeux vidéo avec Uncharted et Alien Isolation. Vous trouvez les 2 vidéos en ligne sans difficulté. Là, c'est une version Alien Isolation. On l'a fait à la FEMIS, Alien Isolation. C'est les élèves de la FEMIS qui nous avaient demandé de refaire ça. Et puis moi, je l'ai accompagné parce que Marine m'a un peu sollicité, puis que comme j'ai pas mal d'échanges avec des gens sur Rennes, du côté du Stunfest entre autres, ça me permettait en février de passer, de faire une animation et puis de faire un peu mes affaires personnelles là-bas. Donc on l'a fait avec un collègue qui est un historien du cinéma spécialiste de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Laurent Verret. Moi, c'est un collègue de mon département. On l'a fait donc avec Laurent sur Battlefield 1, sur Soldats Inconnus par exemple. On l'a fait avec un sociologue du jeu, Vincent Berry, et une psychologue chercheuse à Rennes sur la ville autour de Lego Undercover, Lego City Undercover, Sleeping Dogs, enfin voilà. Donc l'idée chaque fois c'est d'amener quelqu'un qui est un peu spécialiste d'un sujet, qui a un regard un petit peu aiguisé, et lui présenter une partie de jeux vidéo. J'ai un regret, c'est qu'on a perdu la séance qu'on avait fait sur Soldats Inconnus. Par contre, vous trouverez celle qu'on a fait sur Battlefield 1, qui est assez géniale, parce que voilà, Laurent Verret, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les représentations de la Grande Guerre au cinéma, et donc qui retrouve d'une certaine façon toute une série d'archétypes, de stéréotypes qui sont repris par les jeux vidéo et qui déconstruisent un peu ce qui s'y passe. Le cri Twitch est passé sous Creative Commons, et donc l'association 3 Hit Combo qui organise le Stunfest à Rennes va mettre un texte de 2 pages qui explique un peu comment ça se met en œuvre. Ça demande quand même une expertise technique, parce que imaginons qu'on souhaite faire un cri Twitch dans cette salle, il faut tirer du câble, avoir de la fibre, enfin de quoi diffuser, pouvoir avoir un son qui passe sur le web, et en même temps que vous ayez le son qui passe dans la salle sans que ça fasse des larcènes. Enfin, les techniciens en général, ils nous aiment bien quand on arrive sur des cris Twitch. Je dis ça avec un peu d'ironie parce qu'on leur demande de faire des trucs un peu compliqués. Bon, dernière chose, mais peut-être ça vous concerne moins, sauf pour des médiathèques qui auraient une assez belle salle, un auditorium ou quelque chose qui pourrait être utilisé, mais la performance vidéoludique comme spectacle, c'est envisageable. Moi, je l'ai vu à Évry il y a un peu plus d'une dizaine d'années de ça, autour d'un jeu qui s'appelle Rez. Là aussi, Rez, ça fait partie des objets qu'on sort en général quand il faut dire que le jeu vidéo c'est bien. Nicolas Rosette avait organisé ça dans le cadre de l'exposition Arcade, une performance avec un joueur qui a fait 1 heure de jeu, donc qui a fait le jeu en entier, dans des conditions sales, donc avec un son Dolby Surround, etc. Moi, je me rappelle de papy et de mamie qui étaient venus voir ça et qui en sont sortis tout à fait émerveillés. Ils n'auraient jamais vu de leur vie une partie de Rez. Ça leur a permis de voir pendant 1 heure toute la dimension spectaculaire ici d'un jeu dont on sait qu'il travaille sur la question de la synesthésie, des relations entre sens, l'image, le rythme, le son, etc. Enfin, il est assez évident qu'aujourd'hui des pratiques de compétition peuvent tout à fait, et vous avez parfois dans vos médiathèques des infrastructures pour accueillir ça, alors pourquoi pas vous positionner là-dessus aussi, il y a une demande. On va, je l'espère, peut-être pas à court terme, mais enfin à moyen terme, revenir à un moment où on va pouvoir à nouveau rassembler les gens. Il va y avoir probablement une demande de partager ensemble. On sait qu'il y a des scores d'audience très importants pour des finales d'e-sport, etc. Est-ce que vos rôles de médiation ne se situent pas là aussi pour permettre aux gens collectivement de partager ce genre de mots? J'ai dépassé 12 minutes et je m'en excuse, ce qui fait qu'il nous reste une 8aine de minutes, mais je vous remercie infiniment de votre attention.